Bonjour à tous, je vous propose d'écouter cet après-midi le vote du projet de loi de lutte contre le terrorisme. Le texte a été adopté à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Je vous rappelle que ce projet de loi prévoit notamment une interdiction administrative de sortie du territoire et un délit d'entreprise terroriste individuelle. L'objectif est donc de limiter la menace terroriste en France et d'entraver les départs des jeunes candidats au djihad. On sait que 1000 Français ont été ou sont impliqués dans des filières vers la Syrie et l'Irak. Parmi ces 1000 personnes, plus de 350 combattent actuellement dans ces pays. Alors la mesure phare du projet de loi, l'interdiction de sortie du territoire, cherche donc à empêcher ces départs de ces jeunes Français candidats au djihad. Voilà, je vous propose donc de rejoindre tout de suite l'hémicycle pour écouter la discussion générale sur ce texte. Alors, l'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Alain Richard, co-rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui vous est soumis a été approuvé dans une version de compromis unanimement par la commission mixte paritaire. C'est dire que ce débat s'ouvre dans un contexte d'assentiment sur ce texte que je qualifierais de vigilance républicaine. Je résume très sommairement les points principaux du point de vue de la police administrative, du point de vue des mesures de prévention, puisque c'est ainsi que nous nous sommes partagés le travail avec mon co-rapporteur. Donc, la commission mixte paritaire a confirmé l'instauration de la procédure d'interdiction de sortie du territoire, qui est complétée par une interdiction de transport imposée aux transporteurs et qui a été complétée devant nous, mais également approuvée par la commission mixte paritaire, par une interdiction administrative du territoire qui vise également à éloigner ou à maintenir éloignées des personnes contre lesquelles on dispose d'éléments indiquant leur participation à des activités terroristes. Je rappelle que les deux assemblées se sont mises d'accord sur le fait que ces mesures, comme toute mesure de police, même de grande gravité, faisaient l'objet de recours qui ont été fermement et précisément encadrés devant le juge administratif dont l'office est de statuer sur ces questions. En matière de police administrative et de mesures de prévention, je rappelle que nous avons aussi modifié la procédure de saisie d'avoirs financiers lorsque cette saisie est prononcée pour des motifs de lutte antiterroriste. Le ministre de l'Intérieur y sera à l'avenir associé. Nous avons adopté d'un commun accord l'article 9 qui porte sur la procédure administrative de suppression des contenus terroristes sur Internet. C'était un des sujets, on le sait bien, les plus difficiles et les plus discutés. L'Assemblée nationale avait fait, de notre point de vue, une avancée importante puisque, tout en conservant une procédure administrative, ce qui était le souhait de tout le monde pour des raisons de célérité et d'efficacité, elle avait introduit une participation d'un représentant de la Commission nationale informatique et liberté dans l'appréciation des motifs de cette suppression de contenu. Nous avons dialogué et nous avons convenu finalement qu'il valait mieux que ce soit un membre de la commission nationale de la CNIL qui assure cette mission auprès de l'administration, et nous nous sommes entendus aussi, parce qu'il y avait un problème d'entrée en vigueur de la disposition, que le membre de la CNIL qui serait affecté à cette mission l'exercerait pour la durée de son mandat au sein de la CNIL. C'est ce qui nous a conduit à nous trouver d'accord sur cette disposition. Nous avions des versions différentes en ce qui concerne l'article 15 relatif à la durée de conservation des enregistrements issus d'interceptions de sécurité.
Le gouvernement, constatant ce désaccord entre les deux assemblées et la difficulté qu'il voyait à appliquer l'une ou l'autre version, nous a recommandé, et nous l'avons suivi d'un commun accord, de ne pas maintenir cet article. Donc le dispositif actuel, issu de la loi de 91, sur la durée de conservation de ces enregistrements demeure en vigueur. Et puis, là aussi, sur la proposition du gouvernement, je crois que les deux assemblées ont été de bon vouloir par rapport aux préoccupations de mise à jour juridique que nous apportait le gouvernement. Nous nous sommes trouvés d'accord pour ratifier explicitement le Code de sécurité intérieure, qui était en attente de cette ratification, ce qui a imposé un travail assez long, que je qualifierais familièrement de peignage, des conséquences de cette ratification, qui a donné bien du travail à nos collaborateurs dans les deux assemblées, et nous avons également conclu sur une rédaction commune de cet ensemble de dispositions de ratification et assorties de modifications. Je dois dire que le climat dans lequel nous avons travaillé dans la commission mixte paritaire a été extrêmement constructif de la part de l'ensemble des deux délégations. Nous avions tous conscience de la responsabilité devant laquelle nous plaçait ce texte et les raisons pour lesquelles il est déposé. Les collègues de l'Assemblée nationale ont accepté que les rédactions finales tiennent très largement compte du texte issu du Sénat, ce qui se comprend bien puisque nous avions quand même eu un délai pour travailler, pour affiner le texte un peu plus long que celui dont ils avaient eux-mêmes disposé, veux-je dire. Et donc c'est ce qui a conduit à ce que nous trouvions finalement sans grande difficulté, après un travail un peu plus approfondi entre les rapporteurs, comme c'est l'usage, que nous trouvions une rédaction commune sur l'ensemble du projet de loi, avec une toute petite faille que le gouvernement a rectifiée, puisque dans la mise au point du dossier, nous avions commis une petite erreur sur un renvoi de texte. Je voudrais terminer cette brève et positive présentation en soulignant l'esprit d'écoute et d'échange authentique dont a bénéficié, je le dis devant vous, Madame, qui représentez le gouvernement aujourd'hui, dont a fait montre Bernard Cazeneuve, qui a été un interlocuteur attentif, soucieux de convaincre et capable d'évoluer et d'écouter, comme nous le connaissons tous. Et je voulais profiter de cet instant, compte tenu de la forte charge de responsabilité à laquelle il fait face, avec beaucoup de force de caractère, pour lui témoigner notre amitié. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Hyest, co-rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme vous l'a indiqué mon éminent co-rapporteur, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme. En définitive, il restait peu de désaccords entre nos deux assemblées sur la partie du texte relative à la répression pénale des actes de terrorisme dont j'avais plus particulièrement la charge. Je rappelle que les deux assemblées avaient déjà adopté dans les mêmes thèmes l'article 3, qui inclut les infractions relatives aux produits explosifs dans la liste des infractions pouvant recevoir la qualification terroriste dès lors qu'elles sont accomplies avec cette intention. Par ailleurs, la commission mixte paritaire a approuvé la création par l'article 5 d'un nouveau délit d'entreprise individuelle de préparation d'un acte terroriste, en retenant la rédaction issue du Sénat, à l'exception de la notion de préparation logistique de l'acte terroriste, qui semblait, après beaucoup de débats, trop imprécise et n'était finalement pas nécessaire pour couvrir l'ensemble des cas de figure rencontrés par les juges antiterroristes. Les enquêteurs et la justice disposeront ainsi désormais d'un fondement juridique efficace pour appréhender le phénomène d'auto-radicalisation qui caractérise de plus en plus souvent les auteurs d'actes terroristes, tout en évitant, grâce à l'exigence d'une sorte de faisceau d'indices, la pénalisation de la seule intention criminelle, ce qui n'aurait pas été compatible avec les principes de notre droit pénal. En revanche, concernant les délits d'apologie et de provocation au terrorisme,
qui figure à l'article 4 du projet de loi, la commission mixte paritaire a préféré revenir, pour l'essentiel, au texte initial du gouvernement, en faisant sortir de la loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse l'ensemble des actes d'apologie et de provocation. L'idée émise par notre commission des lois, et qui avait été suivie par le Sénat, qui était de n'incriminer que les faits commis sur Internet en tant qu'ils comportaient une dangerosité supplémentaire du fait des spécificités de ce média, n'a donc pas été retenue par la commission mixte paritaire. Il faudra pourtant revenir sur ce sujet, tant les caractéristiques du web rendent nécessaire un traitement nouveau du point de vue de la procédure pénale. D'ailleurs, la rédaction retenue érige tout de même la commission des faits par le moyen d'Internet en circonstance aggravante du nouveau délit, ce qui montre d'une certaine manière le bien-fondé du raisonnement qui avait été celui de notre commission. S'agissant des dispositions relatives à la centralisation auprès de la juridiction parisienne du traitement judiciaire des actes terroristes, dans les articles 7 et 7 bis, notamment ceux commis en détention par des personnes déjà condamnées pour ce type d'infraction, c'est la rédaction plus claire et précise de notre Assemblée qui a été pour l'essentiel retenue. Ce parachèvement de la centralisation auprès du tribunal de grande instance, de la Cour d'appel et des juges d'instruction de Paris est d'ailleurs un aspect important de ce texte, tant cette compétence nationale concurrente de la juridiction parisienne est une pièce essentielle de notre dispositif antiterroriste. Enfin, comme l'a rappelé Alain Richard, mais je ne peux pas résister au plaisir de le redire, concernant la durée de conservation des enregistrements des interceptions de sécurité, la commission mixte paritaire, à défaut de trouver une rédaction pleinement satisfaisante pour concilier l'efficacité du contrôle de la CNCIS, Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité pour ceux qui ne la connaîtraient pas, avec la demande du ministre de l'Intérieur, Madame la ministre récurrente, puisque ça fait au moins 4 ou 5 fois que le ministère de l'Intérieur essaie d'augmenter ces délais, on a décidé la suppression pure et simple de l'article 15. Ça ne peut que réjouir, bien entendu, ceux qui avaient milité pour la suppression de cet article. Voici, mes chers collègues, les dispositions du projet de loi telles qu'issues des travaux de la commission mixte paritaire, comme on l'a dit, complété par un amendement de coordination déposé par le gouvernement. Je pense que ce texte, compte tenu de l'évolution du terrorisme, est extrêmement utile, doit donner à la fois à nos forces, à nos services de renseignement, à nos forces de sécurité et à la justice les moyens de combattre ces nouvelles formes de terrorisme. Que n'ai-je point entendu ou lu dans certaines gazettes sur le respect des libertés publiques? Je rappelle que tout ce texte nous paraît être parfaitement conforme à l'état de droit et que ce ne sont pas les procédures administratives qui sont interdites, mais à condition qu'elles soient contrôlées par le juge, qu'il soit administratif ou judiciaire. Je crois qu'il y a des confusions dans l'esprit de certains, mais ça ne nous étonnera pas complètement. En tous les cas, je me réjouis de l'aboutissement consensuel et le fait qu'il y ait eu 2 co-rapporteurs a permis d'avancer peut-être plus vite au moment où le Sénat était en renouvellement pour permettre de travailler ensemble. Et je me réjouis d'ailleurs du travail que nous avons pu réaliser avec Alain Richard. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Myriam El Khomri, secrétaire d'État chargée de la politique de la ville. Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, pour commencer, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Nous assistons avec la guerre civile en Syrie, puis en Irak, à une mutation rapide du terrorisme. Encore récemment, le terrorisme était réservé à une poignée d'individus faisant le choix de la clandestinité au sein de groupes structurés, difficiles d'accès. Il est désormais en libre accès. Tout à chacun peut désormais, sans quitter son domicile, consulter des sites faisant l'apologie du meurtre en masse, du martyre, de l'attentat suicide, s'auto-radicaliser, puis se décider pour un aller simple vers les terres du djihad,
le cas échéant en famille. Tout à chacun peut, avec une facilité déconcertante, acquérir un savoir-faire minimal pour commettre un attentat terroriste de proximité. La mutation qui s'opère consiste, pour ces organisations criminelles, à tirer parti des nouvelles technologies de l'information pour inoculer massivement le virus du terrorisme dans les esprits et pour tromper certains de nos concitoyens, le plus souvent les plus jeunes, les plus faibles, en laissant croire qu'ils sont devenus les ennemis de leur propre pays. Le nombre des jeunes Français radicalisés combattant sur le territoire d'opération syrien n'a cessé de croître. Une réponse ferme et adaptée était donc nécessaire pour éviter à de jeunes Français de succomber à la tentation du martyre et à la fascination du meurtre. Notre devoir collectif est de tout faire pour contenir la menace potentielle que représente le retour en France de combattants formés en Syrie, au maniement des armes, à des explosifs, ayant souvent commis les pires atrocités criminelles, endoctrinés par des discours de haine envers l'Occident et souvent déshumanisés par l'expérience quotidienne de la violence. Certains, nous le constatons déjà, auront fui de leur propre initiative la Syrie et chercheront sans doute à oublier cette terrible épreuve. Mais nous ne pouvons courir le risque d'en laisser d'autres tenter de reproduire sur le sol français, au nom du djihad, la violence barbare qu'ils auront connue en Syrie ou en Irak. Comme vous le savez, face à de telles menaces et afin de garantir la sécurité de nos concitoyens, le gouvernement a réagi sans tarder, avec fermeté et vigilance. Depuis avril, le gouvernement a créé le Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation, en charge de la prise en compte et de l'orientation des signalements des candidats au départ auxquels une prise en charge est proposée. Ces signalements lui parviennent soit directement par la plateforme téléphonique et Internet dédiée, soit par le réseau des états-majors de sécurité, animé localement par les préfets et les procureurs de la République. Entre fin avril et fin octobre, ce sont près de 600 personnes qui ont fait l'objet d'un signalement, dont 25% de mineurs. S'agissant en particulier des mineurs, la garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur ont, dès le 5 mai 2014, donné des instructions aux préfets et aux procureurs afin d'organiser leur suivi dès leur détection, incluant notamment une mesure d'opposition à la sortie du territoire. Parallèlement à ces mesures, un département de lutte contre la radicalisation a été créé au sein de l'UCLAT, l'unité de coordination de lutte antiterroriste, afin d'améliorer la transmission et l'exploitation du renseignement entre les administrations concernées. Le bureau du renseignement de la direction de l'administration pénitentiaire, par exemple, est désormais représenté au sein de l'UCLAT. Dans la continuité du plan adopté dès avril dernier, le gouvernement a jugé indispensable de renforcer notre législation pour entraver l'action et la propagande des filières djihadistes et contrarier les projets de ceux qui sont tentés de les rejoindre. Un débat riche et digne en séance le 15 juillet dernier à l'Assemblée nationale, le 15 octobre dernier au Sénat, nous a rassemblés, nous permettant d'aboutir au texte efficace qui vous est aujourd'hui soumis. Je tiens donc, au nom du ministre de l'Intérieur, à remercier vivement les rapporteurs du texte, Jean-Jacques Hyest et Alain Richard, comme l'ensemble des parlementaires qui ont contribué à l'améliorer. Quand il s'agit de la protection de la France et des Français, le consensus républicain est une nécessité. Le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme transcende les clivages partisans, ce dont nous nous réjouissons tous. Ce consensus lui donne davantage de force. L'objectif du gouvernement était de retenir la version la plus ambitieuse possible du texte, incluant plusieurs mesures votées à l'Assemblée nationale et un certain nombre de dispositions intégrées au Sénat. C'est ce à quoi nous sommes parvenus après adoption du texte par la commission mixte paritaire, qui permet de garantir, dans le respect de nos échanges au Parlement, l'effectivité des mesures et la sécurité juridique des dispositifs. Je rappelle que la loi repose sur 4 innovations majeures qui toutes respectent l'état de droit et demeurent soumises à un contrôle étroit du juge. La première de ces innovations, c'est l'interdiction de sortie du territoire prévue à l'article 1er de la loi, qui permettra tout d'abord aux autorités de s'opposer au départ de nos ressortissants hors de France, dès lors qu'il existe des raisons sérieuses de croire que leur déplacement a une finalité terroriste ou que leur retour porterait atteinte à la sécurité publique.
rigoureusement encadré dans ses motifs et dans sa durée, dont le maximum est fixé à 2 ans, pouvant faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, qui pourra agir en référé. Cette mesure sera rendue pleinement effective sans même attendre la mise en œuvre du PNR, Passenger Name Record, grâce au retrait de la carte nationale d'identité et à l'invalidation immédiate des documents d'identité contre récépissé. Des précautions supplémentaires ont été prises pour éviter que ce dernier ne présente un caractère stigmatisant pour l'individu concerné. Je veux remercier sur cette question la contribution précieuse du Parlement. Par ailleurs, pour compléter ce dispositif nouveau, l'interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire national pour les étrangers ne résidant pas en France, l'article 1 bis, a été adopté à la suite d'échanges denses à l'Assemblée nationale et sur la base d'un amendement du gouvernement au Sénat. Deuxième innovation, la création prévue à l'article 5 du délit d'entreprise individuelle terroriste permettra d'adapter notre législation aux spécificités du terrorisme contemporain sans pour autant mettre en cause le principe de l'égalité des délits et des peines. Ce délit nouveau est en effet nécessaire pour pouvoir appréhender, avant le passage à l'acte, un individu isolé résolu à commettre un acte terroriste dès lors que celui-ci est détecté. En revanche, l'élément matériel relatif à l'acquisition de moyens logistiques de la définition de l'entreprise individuelle terroriste a été supprimé, tandis que la possibilité pour les enquêteurs et magistrats de saisir directement le centre technique d'assistance à des fins de décryptage a été finalement maintenue. Troisième innovation, pour entraver la diffusion de messages de haine et de propagande terroriste sur Internet, l'article 9 rendra possible le blocage administratif des sites, complétant ainsi les dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. L'autorité administrative pourra désormais demander aux éditeurs et hébergeurs de sites, lorsqu'ils sont identifiés, de procéder au retrait des contenus qui appellent au terrorisme ou en font l'apologie. Ou bien, à défaut, aux fournisseurs d'accès, de bloquer l'accès au site, à l'instar de ce que le législateur a déjà prévu pour les sites pédopornographiques. En vertu du principe de subsidiarité introduit par les députés, ce blocage ciblé et limité au strict nécessaire s'effectuera, comme Alain Richard l'a indiqué, sous le contrôle d'une personnalité qualifiée désignée par la CNIL et sera soumis à la juridiction administrative. La personnalité qualifiée aura en effet une faculté de contester le blocage a posteriori devant le juge administratif. Par ailleurs, la possibilité pour l'administration, votée par le Sénat, de demander au moteur de recherche le déréférencement des sites illicites complétera utilement la palette d'outils de lutte contre l'apologie des crimes terroristes sur Internet. Le dispositif n'en sera que plus efficace. Sur cette question, le gouvernement a tout mis en œuvre pour parer le risque de surblocage et garantir un maximum d'effectivité de la mesure. Ce dispositif a été largement revu dès l'examen du projet de loi en commission des lois à l'Assemblée nationale, ce qui a permis le développement d'un débat fécond sur cette question. Enfin, comme l'a indiqué Jean-Jacques Hyest, l'apologie et la provocation au terrorisme ne relèveront plus du délit d'opinion et donc de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, mais du droit commun. Certaines des techniques spéciales d'enquête applicables au terrorisme leur seront également applicables sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Le champ des incriminations d'apologie et de provocation au terrorisme n'est en revanche pas modifié. Outre ces innovations majeures, d'autres éléments doivent être soulignés. La première, c'est la possibilité donnée à l'Agence de gestion de recouvrement des avoirs criminels de concourir au financement de la lutte contre la criminalité. C'est l'article 15 ter, qui permettra dans l'immédiat de financer le dispositif des repentis et, à terme, d'intéresser les forces de sécurité aux saisies opérées. C'était un dispositif auquel beaucoup d'entre vous étaient attachés de longue date. Il figure maintenant dans le texte. En second lieu, les mesures exceptionnelles de sûreté aéroportuaire pourront être adoptées le cas échéant. Ce dispositif poussé par le secrétariat général de la Défense nationale permettra de mettre en place un dispositif Vigipirate en milieu aérien. De plus, les ordonnances relatives à la partie législative du Code de la sécurité intérieure ont été ratifiées. Un code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationale a été créé. Les dispositions également permettant aux services d'avoir accès aux fichiers dans le cadre de la lutte antiterroriste et de réaliser des contrôles dans les trains transnationaux, prorogés sans discontinuité depuis 2006 et une ultime fois dans le cadre de l'article 1er de la loi antiterroriste de septembre 2012,
ont été également pérennisés par voie d'amendement gouvernemental au Sénat. En revanche, comme l'ont indiqué les rapporteurs, l'article 15 allongeant la durée de conservation des enregistrements des interceptions de sécurité a finalement été supprimé. Je le répète, cette loi est aujourd'hui nécessaire à la sécurité de notre pays. Certes, il n'existe pas de risque zéro en matière de lutte contre le terrorisme, mais ce n'est pas une raison pour rester inactif. Grâce aux dispositifs nouveaux créés par la loi, l'entreprise criminelle des terroristes ou de ceux qui veulent les rejoindre aura été entravée. Des internautes, souvent jeunes, auront échappé à leur action de propagande. La justice et sous son contrôle, les services de police auront à leur disposition des moyens d'action et d'investigation plus efficaces et plus protecteurs de nos concitoyens. J'ajoute que les dispositions que l'on retrouve dans cette version issue de la commission mixte s'inspirent très largement des travaux accomplis par la Haute Assemblée. Je crois que la calme résolution qui habite ce texte, fruit d'un consensus dont nous pouvons être fiers, est à la fois sa grande force et même l'honneur de notre République. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Michel Mercier pour le groupe UDI-UC. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les co-rapporteurs, chers collègues, la commission mixte paritaire s'est donc mise d'accord sur cette loi visant à mieux armer l'État dans la lutte contre le terrorisme. Et il est heureux que cet accord ait pu se réaliser, que tous les républicains se rassemblent pour lutter contre le terrorisme est quelque chose qui est assez remarquable et qui marque aussi une évolution des esprits. Il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé en mars 2012, par exemple, après l'affaire Mera, et ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je veux saluer cette évolution des esprits. Pas regretter ce qui s'est passé en 2012, mais être satisfait de la prise de conscience du vrai risque que le terrorisme fait courir à nos institutions, à la République et à la liberté. Et c'est très bien, et je suis très heureux que la commission mixte paritaire ait pu parvenir à cet accord sur un texte qui va mieux armer l'État pour lutter contre le terrorisme, même si nous savons bien que l'imagination des terroristes ne va pas s'arrêter et qu'il y aura probablement un jour un autre texte pour tenir compte de ces évolutions et de ne pas être prêt à devancer des évolutions qui le plus souvent sont technologiques. Bien, ce serait refuser de mieux s'armer. Alors ce texte nous satisfait. Il nous satisfait parce que par les mesures qu'il comporte, qui réalisent, je crois, un bon équilibre entre le respect qui est dû à tout citoyen qui exerce, qui vit normalement et qui a besoin pour cela de l'usage des libertés publiques fondamentales, et puis la nécessité de le protéger, parce que l'idée de mettre en balance les libertés publiques et le terrorisme me semble une idée un peu bizarre, pour ne pas dire plus. C'est le terrorisme qui est la négation de la liberté. Et on ne peut pas mettre sur le même plan liberté publique et terrorisme. On doit combattre le terrorisme pour assurer les libertés publiques. Et c'est cela que je souhaitais pouvoir dire très clairement devant notre Haute Assemblée. Alors, les mesures que contient le texte sont des mesures qui correspondent à la situation dans laquelle nous nous trouvons et dont a besoin la République pour faire face, que ce soit les forces de police ou de gendarmerie pour prévenir le terrorisme, que ce soit les magistrats pour pouvoir poursuivre et condamner les actes de terrorisme. Je veux simplement noter quelques-unes de ces mesures, bien entendu, celle prévue à l'article 1er qui va permettre à l'État d'interdire le départ de France d'un ressortissant français lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette des déplacements à l'étranger pour participer à des activités terroristes. Mais je veux surtout souligner les nouvelles incriminations plus dissuasives et la procédure
qui a été retenu par la commission mixte paritaire pour assurer la poursuite de ceux qui réaliseraient de tels faits. Alors, deux choses me semblent importantes. Tout d'abord, le fait de reconnaître le délit d'entreprise terroriste individuelle. Cela manquait dans notre panel, en quelque sorte, pénal. On combattait le terrorisme dès lors que c'était un terrorisme qui était perpétré par des groupes, mais pas par des terroristes individuels. Or, on sait bien aujourd'hui que les phénomènes de radicalisation sont souvent des phénomènes individuels, notamment dans les prisons, là où commence parfois, ou souvent, la radicalisation. Et puis, je veux souligner l'effort qu'a fait la majorité sénatoriale, d'accepter que désormais, je le demandais depuis longtemps, je l'avais demandé dans d'autres circonstances, et je n'avais pas changé de position, d'avoir accepté que l'on sorte de la loi du 29 juillet 1881 la procédure pour poursuivre les délits de terrorisme. La loi de 1881 est une loi destinée à assurer la liberté de la presse. Elle n'est pas destinée à permettre de lutter contre le terrorisme. Et le fait qu'on ait pu tous ensemble, Assemblée nationale, Sénat, majorité, opposition, accepter d'avoir une procédure claire, la procédure antiterroriste qui sera utilisée dans tous les cas de poursuite contre le terrorisme est un progrès important pour l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. Alors, oui, cette loi va nous permettre d'assurer les libertés publiques parce qu'on pourra combattre plus efficacement le terrorisme et c'est la raison pour laquelle notre groupe votera à l'unanimité ce texte. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Esther Benbassa pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la lutte contre le terrorisme est une nécessité impérieuse et chacun aura eu l'occasion de le signaler. Les progrès irrésistibles de l'implantation de l'État islamique sur le terrain dans une région à feu et à sang depuis des années, ainsi que l'insupportable assassinat de notre compatriote Hervé Gourdel en Algérie et les différentes décapitations d'Occidentaux sont venus nous rappeler notre vulnérabilité face à cette barbarie. Le groupe écologiste que je représente aujourd'hui a pleine conscience du devoir qui est le nôtre de mener un combat résolu contre toutes les formes de terrorisme et de violence. Toutefois, j'ai eu l'occasion de le dire lors de la première lecture, nous sommes également convaincus que la volonté de rendre plus efficace notre légitime lutte contre le terrorisme ne justifie assurément pas qu'on brade les libertés individuelles. Je veux également réaffirmer ici, comme je l'ai fait il y a 2 ans, comme je l'ai fait il y a quelques semaines, qu'il est surtout urgent de s'attaquer aux causes profondes de l'émergence d'un terrorisme désormais endogène. Peut-être faut-il légiférer, mais il est surtout urgent de travailler en amont, de tout faire pour tenter de comprendre pourquoi ces jeunes, y compris nombre de récents convertis à l'islam, se découvrent soudain une vocation de djihadistes. Nous pouvons adopter toutes les lois, toutes les mesures dissuasives ou répressives. J'en suis convaincue, nous ne pourrons endiguer un phénomène que nous ne comprenons pas. Comme en première lecture, la question qui se pose à nous est celle de savoir si le texte issu de la commission mixte paritaire atteint le juste équilibre entre efficacité de la lutte contre le terrorisme et protection des libertés individuelles qui sont au fondement de notre démocratie. Considérant que le projet de loi initial n'était pas satisfaisant du point de vue de la protection des libertés individuelles, le groupe écologiste s'y était opposé. Nous constatons à regret que le texte de la commission mixte paritaire ne l'est pas davantage. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des mesures prévues, mais mesures qui posent de nombreux problèmes et qui constituent des atteintes à la liberté d'aller et venir, à la liberté de circulation dans l'espace Schengen,
au principe du contradictoire, au principe de l'absence de répression des actes préparatoires, au principe de proportionnalité. La liste, bien sûr, est longue. Par ailleurs, si les lois antiterroristes sont nécessaires, Madame la secrétaire d'État, elles ne doivent pas poursuivre d'autres objectifs, justement, que la lutte contre le terrorisme, et ne doivent pas pouvoir être instrumentalisées à d'autres fins. Que penser à cet égard de l'article 1er bis, introduit au Sénat par la voie d'un amendement du gouvernement et qui ne crée rien de moins qu'une interdiction administrative du territoire français? Il s'agit ici de pouvoir interdire l'entrée en France d'un ressortissant de l'Union européenne, n'en déplaise au principe de liberté de circulation, s'il représente, je vous cite, une menace pour la sécurité publique. La menace, si elle doit être, je cite, réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, fin de la citation, ne doit pas forcément être en lien avec une entreprise terroriste, le mot n'étant même pas utilisé. Vous comprendrez, Madame la secrétaire d'État, notre inquiétude, partagée par de nombreuses associations et défenseurs des droits des étrangers, quant à l'utilisation qui pourrait être faite de cette mesure. La définition est beaucoup trop large et permet en réalité d'interdire l'accès au territoire à peu près à tout le monde. Certains ont pu y voir un amendement anti-Roms, et je ne suis pas loin de partager cette vision. Peut-être cette mesure ne sera-t-elle pas appliquée à cette fin sous votre administration, Madame la secrétaire d'État, mais elle continuera d'exister après et de pouvoir être utilisée à des fins de gestion des flux migratoires au sein de l'Union européenne. Dois-je vous rappeler, chers collègues, que le Conseil d'État a considéré, le 1er octobre dernier, que la mendicité agressive d'une famille rom constituait une menace touchant aux intérêts fondamentaux de la société. En l'espèce, la femme concernée n'avait été ni condamnée, ni même poursuivie pénalement. Cette mesure, à elle seule, et la manière dont elle a été introduite, symbolise l'esprit d'un texte dont les dispositions sont au mieux inefficaces, au pire susceptibles de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux que nous avons pour mission de protéger. En toute cohérence, le groupe écologiste n'apportera pas son soutien au présent projet de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à la présidente Éliane Assassi pour le groupe CRC. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je crois que je vais avoir moi aussi une voix dissonante sur ce texte et sur les conclusions de la commission mixte paritaire, mais je pense que ça ne surprendra personne. Vous le savez, cela fait déjà plusieurs mois que des juristes, des associations de défense des droits de l'homme, des associations de simples citoyens, tous républicains, dénoncent ce projet de loi qui renforce les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, car elles considèrent, et nous le considérons aussi, qu'il contient des mesures attentatoires aux libertés individuelles et souvent dérogatoires au droit commun. Interdiction administrative de sortie de territoire, création du délit d'entreprise individuelle terroriste, blocage administratif des sites Internet, modification quand même substantielle de la procédure pénale au-delà des actes de terrorisme. Alors, le texte qui est issu de la commission mixte paritaire, non seulement confirme ces mesures, mais il en valide d'autres introduites par le gouvernement par voie d'amendement ici au Sénat. Et bien évidemment, je pense à l'article 1er bis qui introduit un dispositif d'interdiction administrative du territoire dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Je ne vais pas répéter ce qui est inscrit dorénavant dans le texte, Madame Benbassa vient de le faire, mais vous conviendrez quand même que les motifs qui sont invoqués ne sont nullement limités au terrorisme.
Cette mesure est extrêmement large et elle permet d'interdire l'accès au territoire à peu près à n'importe qui. Par exemple, aux manifestants ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'autant que, vous l'avouerez, la situation économique européenne actuelle peut provoquer des mouvements sociaux contestataires. Mais également, et Mme Benbassa a raison et je la suis, aux populations roms, largement stigmatisées, qui sont près de 6 millions à vivre sur le territoire de l'Union européenne. Et à ce sujet, Monsieur le ministre de l'Intérieur s'est indigné d'un procès d'intention que nous lui aurions fait, en précisant qu'il appliquait la fameuse résolution des Nations Unies du 25 septembre qui vise à empêcher la circulation des groupes terroristes afin d'entraver les déplacements de ceux qui préparent des actes terroristes sur le sol français qui mettent en danger les intérêts fondamentaux de la nation, comme le précise le texte. Nous ne le pensons pas. Se cacher derrière la résolution des Nations Unies est bien commode lorsque l'on sait à la lecture du texte que ces mesures peuvent toucher n'importe quel citoyen, tant les éléments d'incrimination sont flous. En effet, cet ajout à l'article 1er bis du texte, d'une part, ne précise rien, et d'autre part, est d'une grande gravité. Il s'agit en effet d'une très sérieuse entorse à la libre circulation des personnes garantie par l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Une entorse à cette liberté qui n'est pas proportionnée. En effet, elle est justifiée par une menace qui n'est pas suffisamment étayée, elle est subjective et laissée à la seule appréciation du ministre de l'Intérieur par l'octroi d'un pouvoir discrétionnaire face à une sanction absolue, une interdiction du territoire et une intervention trop tardive du juge administratif de surcroît. Nous ne sommes pas loin de l'arbitraire. Sous couvert de motifs généraux et légitimes tels que la lutte contre le terrorisme, il est octroyé donc de manière excessive et sans garantie la possibilité au ministre de l'Intérieur, et j'attire votre attention, au ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui, comme celui de demain, d'interdire l'entrée sur le territoire à un ressortissant européen. Jamais, Madame la secrétaire d'État, jamais, je n'aurais imaginé qu'un gouvernement comme le vôtre ait recours à de telles méthodes. Je n'ose imaginer la réaction de mes collègues sur les bancs de gauche de cette Assemblée si la droite en avait usé. Mais ça, c'était hier. Je pense également à l'article 9 qui prévoit le blocage administratif des sites Internet provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant leur apologie. L'amendement introduit à la dernière minute ici par le gouvernement donne à l'autorité administrative le pouvoir d'exiger des moteurs de recherche qu'ils déréférencent des sites sans intervention du juge. Ainsi, si l'autorité administrative estime qu'un site fait l'apologie du terrorisme, notion définie de manière vague, il pourra ordonner à tous les moteurs de recherche de ne plus l'afficher sur leur page de résultats de recherche. Monsieur le ministre de l'Intérieur a précisé, je cite, que cette possibilité de déréférencement était déjà prévue par la loi concernant les jeux en ligne. Mais ce qu'il a oublié de dire, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ou surtout de préciser, c'est que pour déréférencer un site de paris en ligne illégal, l'autorité de régulation des jeux en ligne doit impérativement passer par un juge qui intervient en référé. Or, dans le projet de loi qui nous occupe aujourd'hui, l'intervention du juge n'est pas prévue puisqu'il donne le pouvoir de censure à l'administration qui contacte directement le moteur de recherche. Une manipulation politique exemplaire pour une mesure rajoutée à la volée. Alors vous l'aurez compris, nous nous opposons fermement à ce projet de loi qui sert de cheval de Troie à une législation sécuritaire, saupoudrée ici ou là de prétendues garanties procédurales, qui sur le fond ne change rien à son caractère liberticide. Entendez-le bien. Nous sommes, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit en première lecture, nous sommes, comme tous nos collègues, de farouches, des Républicains, Monsieur le garde des Sceaux, aussi, mais aussi de farouches adversaires du terrorisme sous toutes ses formes. Nous ne nions pas et nous ne minimisons pas
le risque terroriste. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous participons activement à la commission d'enquête créée par notre Assemblée sur les réseaux djihadistes. Mais nous le faisons pour comprendre, trouver des pistes pour prévenir, dissuader, avant, s'il le faut, réprimer. Mais nous refusons de céder à la pression exercée par le gouvernement pour mettre en scène un climat sécuritaire aggravé, pour instrumentaliser des risques terroristes, afin de porter atteinte aux droits fondamentaux, à l'état de droit, dans des domaines qui vont au-delà de la seule lutte antiterroriste. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est au président Mézard pour le groupe RDSE. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous voterons très majoritairement ce texte qui nous revient après CMP. La lutte contre le terrorisme a toujours été un exercice difficile, surtout dans la recherche d'un équilibre entre la défense des libertés individuelles en recherchant à concilier le pragmatisme et les principes, ce qui est toujours difficile. Le texte que nous nous apprêtons à voter n'empêchera pas totalement la diffusion de la propagande terroriste sur Internet ni sur les réseaux sociaux, qui constituent aujourd'hui l'outil majeur de sa propagation. Vous avez d'ailleurs, Madame la Ministre, rappelé que le plan contre la radicalisation violente et les filières terroristes prévoit une série d'actions préventives qui sont absolument indispensables. Ce texte ne va pas non plus révolutionner les moyens mis à la disposition des services de police et de renseignement. Notre groupe a eu l'occasion de le rappeler en première lecture. Nous considérons qu'il serait souhaitable que le Parlement réfléchisse à une réforme en profondeur des moyens d'investigation ou encore de l'organisation des services de police et de renseignement. D'autant que le rapport du procureur Robert, qui a quand même fléché un certain nombre de pistes intéressantes, a en la matière permis quand même un certain nombre d'avancées, comme d'ailleurs l'adoption de l'article 10 bis qui est issu d'un de nos amendements. Mais il faut reconnaître que ce texte constitue un début de réponse au nouveau terrorisme qui évolue en fonction des mutations techniques et sociologiques. Terrorisme qui essaime ses idées dans nos quartiers au sein des esprits les plus vulnérables. Et les différentes dispositions que contient ce texte permettra de faire avancer positivement les choses. Ce sera déjà un progrès. Il y a l'interdiction de sortie du territoire en premier lieu. Nous avons en première lecture, rappeler quand même les difficultés posées au niveau de la défense des libertés par rapport à un acte qui est important, qui est grave, c'est d'interdire à un de nos concitoyens de sortir du territoire. Cette mesure permettra d'entraver le départ d'individus radicalisés par le retrait de la carte d'identité et du passeport, mais elle est, et d'autres l'ont dit ici, attentatoire à la liberté d'aller et venir. Elle devra être motivée et prise sur la base de faits circonstanciés. Notre groupe a regretté d'ailleurs que le principe général des droits de la défense n'ait pas trouvé sa place dans cette procédure de sanction administrative, car une dérogation à la norme du principe du contradictoire aurait pu être introduite en cas d'urgence. C'est un choix qu'a fait le gouvernement, dont acte. Les attentats perpétrés il y a 2 semaines au Canada renforcent encore la pertinence d'une analyse qui met en évidence l'émergence d'un nouveau phénomène terroriste qui touche l'ensemble des pays occidentaux. Comme cela a été le cas en France, ces actes ont été commis par de jeunes citoyens canadiens, nés et grandis au Canada, nouvellement radicalisés. L'un des présumés coupables, considéré comme un voyageur à haut risque, s'était vu retirer son passeport. Donc le retrait du passeport n'a pas été une réponse suffisante, c'est une constatation. L'interdiction administrative du territoire à destination de ressortissants étrangers potentiellement dangereux qui vont se voir interdire l'entrée et la circulation sur le territoire français permettra
dans un premier temps, de combler un manque bien connu du système Schengen, mais nous espérons, Madame la Ministre, que les négociations autour d'une adaptation du Code des frontières Schengen aboutira rapidement. Ce défi majeur du contrôle des frontières extérieures terrestres et maritimes de l'espace Schengen est aujourd'hui devenu une question fondamentale pour l'Union européenne et nos concitoyens. Concernant le blocage des sites faisant l'apologie du djihad, un point mérite d'être souligné. Outre la question de son efficacité, qui peut être contestée au regard des renseignements comme au regard des délais de blocage et du caractère transnational de ces problématiques, les outils numériques ne constituent que la face émergée de l'iceberg terroriste qui est lui-même conséquent. Et sa face immergée est celle du financement du terrorisme lui-même, des flux financiers et monétaires qui transitent. Le groupe terroriste djihadiste Daesh est désormais l'organisation terroriste la plus riche de la planète, avec une fortune estimée à plus de 2,3 milliards de dollars. Nous ne pouvons occulter le fait que lutter contre le terrorisme, c'est aussi lutter contre son financement par le biais du blanchiment d'argent. Un rapport récent de Tracfin a mis en évidence la difficulté qu'il y a à repérer les manœuvres de blanchiment, s'agissant d'opérations répétées, fractionnées de faibles montants et parfois de compensations informelles à distance. Une note du ministère de l'Économie a souligné le fait que, je les cite, « bien que le secteur financier soit régulé depuis longtemps et soumis à la surveillance constante des autorités de contrôle, prenant la forme de contrôles permanents sur pièce et sur place, il demeure exposé à des risques spécifiques en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. » Il faudrait s'interroger sur le rôle joué par certains pays du Golfe dans le financement du terrorisme. Le Trésor américain a apporté la première preuve que l'argent du Qatar avait bien permis à des individus candidats au djihad de rejoindre la Syrie, Daesh en Irak et au Levant, a bénéficié de la manne destinée aux différents groupes d'insurgés syriens luttant contre le régime de Bachar el-Assad. Une enveloppe financée en grande partie par des acteurs étatiques, Arabie saoudite, Qatar, relayés par de riches donateurs de ces mêmes pays. Et nous ne pouvons durablement tolérer que des investissements massifs dans nos pays occidentaux financent des crimes tout aussi massifs au Moyen-Orient. D'autres pistes de réflexion devront être esquissées dans l'avenir. S'y étant, après ces propos prospectifs, mais qui me paraissent indispensables, nous voterons très majoritairement ce texte. Merci, cher collègue. Monsieur Cabanel a demandé la parole. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, c'était, excusez-moi d'interrompre le débat, mais c'était pour un rectificatif de vote. Concernant le scrutin numéro 7, dans la discussion du projet de loi relatif à la délimitation des régions, il a été indiqué que j'ai voté pour l'adoption de cet amendement. Je tenais à préciser que je souhaitais voter contre cet amendement. Merci. Acte est donné de votre mise au point. Elle sera publiée au journal officiel. Donc désormais, la parole est à Jean-Patrick Courtois pour le groupe UMP. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Quelle satisfaction qu'un large consensus permette l'adoption d'un texte aujourd'hui indispensable pour compléter notre législation sur les dispositifs de lutte contre le terrorisme. Sans revenir sur ces besoins réels, je concentrerai mon propos sur le texte que nous avons élaboré en commission mixte paritaire le 21 octobre dernier, notamment la disposition portant sur le délit d'entreprise individuelle. Nous avons été nombreux à dire, dès le début de la discussion, l'importance de la création du délit d'entreprise individuelle. L'introduction de ce nouvel article au Code pénal, consistant à élargir la définition de l'acte de terrorisme, était nécessaire face à l'évolution du terrorisme, comme l'a démontré notamment l'affaire Mera, qui a tragiquement inauguré l'ère nouvelle des loups solitaires, ces individus marginaux et difficilement prévisibles. De plus, la situation internationale impose que nous ayons des outils juridiques précis afin d'interdire la sortie du territoire à certains individus lorsque des raisons sérieuses laissent penser que cette personne souhaite se déplacer à l'étranger, soit pour participer à des activités terroristes, soit pour un déplacement sur un théâtre d'opération de groupement terroriste,
et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur les territoires français. Malgré la critique de certaines associations, il est également pertinent de prévoir l'interdiction administrative d'entrer sur notre territoire à l'encontre de ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne ou tout membre de sa famille en cas de menace réelle pour l'intérêt fondamental de la société. Cette mesure s'inscrit d'ailleurs dans la continuité de la résolution numéro 2178 du 24 septembre 2014 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les combattants terroristes étrangers, qui prévoit notamment de lutter contre la mobilité internationale des terroristes en empêchant leur accès ou leur transit sur le territoire des États membres de l'ONU. Certains ressortissants étrangers qui ne résident pas habituellement en France peuvent représenter une menace grave pour la société en particulier lorsqu'ils peuvent eux-mêmes circuler librement au sein de l'espace Schengen. Tel peut être le cas de ressortissants d'États membres de l'Union liés aux mouvances radicales, voire à des organisations terroristes qui se rendent ponctuellement en France pour des séjours de très courte durée. Or, seules les personnes résidant en France peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion. Je souhaiterais aborder l'un des autres principaux sujets de divergence que nous avons eus avec nos collègues députés. Il s'agit du régime des délits de provocation au terrorisme et d'apologie du terrorisme. Nous avions effectivement deux approches différentes. L'Assemblée nationale, en accord avec le gouvernement, avait extrait l'apologie et la provocation au terrorisme de la loi sur la presse de 1881 afin de prendre en compte le fait que l'utilisation d'Internet fait partie intégrante de la stratégie de plusieurs groupes terroristes. Nous avions en revanche au Sénat suivi la proposition pertinente des rapporteurs qui n'introduisaient dans le code pénal que l'apologie et la provocation au terrorisme via Internet. La décision de la commission mixte paritaire de déplacer ces deux délits de la loi sur la presse vers le code pénal et d'aggraver leurs sanctions lorsqu'ils sont commis sur Internet. Je rappelle 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende au lieu de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende est actée. Mais nous aurons, dans un avenir proche, à réfléchir peut-être plus sereinement à ce que nous voulons donner comme avenir à la loi sur la presse, qui aujourd'hui regroupe un certain nombre de délits qui seraient commis dans des conditions bien éloignées de la presse au sens de la législation du XIXe siècle. Enfin, je souhaiterais vous faire part de quelques regrets. Même si je sais que le Parlement devrait être amené prochainement à légiférer en matière pénitentiaire pour traiter la question de l'encellulement individuel, je trouve regrettable que le gouvernement n'ait pas eu de position plus claire sur la question de l'encellulement des personnes condamnées pour terrorisme, alors que nous savons tous que la prison est l'un des lieux du recrutement du terrorisme. Le rapport élaboré par l'un de nos collègues dans le cadre du budget de l'administration pour 2015 tend à confirmer la radicalisation et le prosélytisme en milieu pénitentiaire. C'est pourquoi la lutte contre le prosélytisme en prison est un chantier urgent à ouvrir, mes chers collègues. Par ailleurs, j'avais déposé un amendement avec mes collègues Frassa et Gournac sur le sujet de la lutte contre la fraude aux prestations sociales. De la même manière, le gouvernement est resté timoré sur ce plan. Certes, et je le conçois, le sujet est extrêmement complexe et ne pouvait être abordé ainsi aussi rapidement sans perspective plus large. Mais nous ne cachons pas derrière cette réalité. Cette question mérite une réflexion approfondie, mes chers collègues, car les prestations sociales sont certes un droit, mais elles impliquent aussi des devoirs de celles et ceux qui les perçoivent envers la France. Mes chers collègues, les dispositions adoptées dans cette loi vont contribuer à améliorer et renforcer le dispositif existant en matière de lutte contre le terrorisme. C'est donc sans aucune surprise que le groupe UMP votera ce texte, issu d'un consensus général, ce dont je me réjouis, car cela n'a pas toujours été forcément le cas lors des précédentes législatures, pourtant sur le même type de circonstances. Merci, chers collègues. La parole est maintenant au président Jean-Pierre Sueur. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Le contexte international et national justifie, hélas, ce projet de loi de lutte contre le terrorisme. Je pense que cela apparaît avec une grande évidence
lorsque l'on suit l'actualité tragique de ces derniers mois et de ces dernières semaines. Notre commission a eu, je crois, une assez bonne idée lorsqu'elle a choisi, il y a quelques mois, de confier à 2 collègues le rapport sur ce texte. Aussi, je commencerai par remercier Alain Richard et Jean-Jacques Hyest qui ont ensemble cherché à dégager, nous aider à dégager au Sénat une position qui ne soit pas une position d'un consensus fallacieux, mais une position claire, solide, par rapport au projet de loi du gouvernement. Nous devons lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est la négation de la liberté, et d'abord de la liberté de vivre. Et nous sommes profondément attachés aux libertés, au Sénat particulièrement. Mais nous devons concilier ces 2 exigences, sans oublier ni l'une ni l'autre. C'est ce à quoi nous nous sommes employés lors des travaux de la commission mixte paritaire. Plusieurs points forts se trouvent dans ce texte. L'interdiction administrative de sortie du territoire, bien entendu, qui pourra être soumise au contrôle du tribunal administratif, de la juridiction administrative et à son jugement. Je rappelle que le Sénat, grâce au Sénat, il a été prévu que l'échange contradictoire de la personne impliquée et avec les autorités pourrait durer 8 jours et non 15 jours, ce qui était la position initiale du gouvernement. Le Sénat a obtenu aussi que la promulgation de la mesure soit motivée et qu'il soit indiqué le recours possible au référé liberté avec ce qui est assez exceptionnel, mais en l'espèce justifié, le fait qu'il y ait un délai de 4 mois donné au tribunal administratif pour statuer. Deuxièmement, la création du délit d'entreprise individuelle de terrorisme qui apparaît à l'évidence nécessaire quand on regarde ce qui s'est effectivement passé dans notre pays et dans un pays proche. Troisièmement, la question du délit d'apologie et de provocation au terrorisme. Nous en avons beaucoup parlé puisque nous avions imaginé, nos rapporteurs l'avaient proposé au Sénat, un dispositif qui serait différent selon que le délit soit commis sur Internet ou sur un média classique. Nos collègues et amis députés nous ont persuadés, lors de la commission mixte paritaire, qu'il était difficile de justifier le fait d'une réponse différente en termes de poursuite selon la nature du support du délit. C'est pourquoi un accord a été trouvé pour que l'ensemble de la mesure figure désormais dans le code pénal, étant entendu que le fait que le délit soit commis sur Internet pourra constituer une circonstance aggravante. Je souhaite enfin, pour terminer, aborder la question du blocage des sites Internet qui développent l'apologie du terrorisme, l'incitation au recrutement de personnes pour des entreprises à caractère terroriste. Je signalerai d'abord que le Sénat a lui-même proposé que la personnalité qualifiée désignée par la CNIL soit elle-même membre de la CNIL, étant entendu que les députés ont souhaité à juste titre que ce ne fût pas un parlementaire. Il y a là quelque chose d'important. Il y a beaucoup d'autorités administratives indépendantes, peut-être trop. Il convient de réfléchir, et notre ami Patrice Gélard y a contribué, et j'espère qu'on reviendra sur sa proposition de loi, à une meilleure définition absolument, mon cher collègue, des autorités administratives indépendantes.
Toujours est-il que l'idée même qu'une autorité administrative indépendante désigne elle-même une autorité qualifiée ou une personne qualifiée qui lui aurait été étrangère était vraiment une idée que nous n'aurions pas pu soutenir. Le Sénat a aussi ajouté le déréférencement des sites, et aussi nous sommes revenus à l'initiative de l'Assemblée nationale sur le fait que le blocage des sites devait s'opérer en 24 heures, le Sénat ayant pensé dans un premier temps que 48 heures était plus réaliste pour que le blocage fût effectif. Alors je voulais conclure en disant, mes chers collègues, que j'ai vu sur les sites Internet de toute nature fleurir des quantités, d'ailleurs il y a parfois un véritable bombardement d'expressions selon lesquelles, je cite, ce texte serait une atteinte sans précédent aux libertés. Mes chers collègues, et j'ai écouté nos collègues, la première liberté, c'est quand même la liberté de vivre, et de vivre en sécurité. Et je redis, quitte à recevoir de nouvelles rafales, je prends des risques, que je considère qu'on ne peut pas considérer. Je considère, mais les électeurs s'exprimeront, nous sommes en démocratie, heureusement. Oui, ils s'exprimeront. Mais je considère qu'on ne peut pas considérer dans une société démocratique que l'espace dit Internet serait un espace par rapport auquel on se résignerait au fait qu'il ne serait régi par aucune loi. Dès lors qu'on serait sur Internet, il n'y aurait plus de place pour les lois relatives à la vie privée, relatives au respect du droit d'auteur, relatives à la propriété intellectuelle, relatives à la répression des propos racistes, xénophobes, homophobes, antisémites, islamophobes, etc. Et aussi de l'apologie du terrorisme. Je ne comprends pas pourquoi. Je veux bien qu'on me dise que c'est difficile, c'est vrai, qu'il faut trouver des solutions en jouant la carte de la coopération européenne, de la coopération internationale, qu'il faut trouver des mesures plus efficaces, qu'il y a des failles. Tout à fait d'accord. Et nous avons beaucoup à travailler en tant que législateurs sur ce sujet. Mais nous ne pouvons pas nous résigner à ce que n'importe quoi soit fait. Quand je dis n'importe quoi, eu égard à l'apologie du terrorisme et à tous les délits que j'ai cités tout à l'heure par rapport au racisme, à la xénophobie, etc., etc. Mais j'ai dit, Madame Éliane Assassi, premièrement, non mais intellectuellement, soyons honnêtes, je ne vous ai pas mis en cause. D'ailleurs, vous n'avez pas dit cela. Vous n'avez pas dit ça. J'ai mis en cause un certain nombre de paroles et d'écrits qui sont multipliés sur Internet, selon lesquels nous serions, en votant cette loi, nous agirions à l'opposé des libertés, nous serions attentatoires aux libertés. J'ai la liberté de dire ici que je ne partage en rien ces propos et que je considère qu'il est de la responsabilité du législateur de légiférer de manière à ce que les règles de droit, qui sont protectrices des libertés, s'appliquent aussi sur Internet. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame le Ministre, excusez-moi, mes chers collègues. Dans la ligne de Jean-Pierre Sueur, vous savez combien j'ai exprimé lors du débat en première lecture un certain nombre de questionnements sur un certain nombre d'articles de ce texte. Mais arrivé ici à la fin de la commission mixte paritaire, même si, bien entendu, le texte qui arrive est un texte d'équilibre, qui ne représente pas l'équilibre que j'aurais souhaité
si je l'avais écrit moi-même, je dois saluer le travail des rapporteurs qui ont porté au Sénat et dans les échanges avec l'Assemblée nationale l'ensemble des préoccupations qui ont été indiquées lors du débat en première lecture et qui permettent aujourd'hui, même si le texte n'est probablement pas parfait, de dire que le débat a été utile et a permis d'améliorer un texte qui était nécessaire. J'émettrai toutefois sur l'article 1 bis qui a été évoqué par Madame Benbassa et Madame Assassi, effectivement quelques regrets, dans la mesure où la nouvelle rédaction du Code d'entrée et de séjour des étrangers en France va très au-delà d'un parallélisme entre l'interdiction de sortie du territoire et l'interdiction de rentrer dans le territoire, puisque ça ne va pas juste pour la lutte contre le terrorisme, ce qui finalement aurait été logique, mais on va beaucoup plus loin, puisqu'on évoque les menaces pour les intérêts fondamentaux de la société, l'ordre public, et pour les relations internationales de la France lorsque les personnes susceptibles d'être interdites d'entrer sur le territoire sont non membres d'un pays de l'Union européenne, non ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne. Il me semble que cet élargissement, effectivement, peut poser un peu de difficultés et je serai demandeur de quelques précisions de la part du gouvernement sur ce sujet, parce qu'il me semble qu'il est absolument indispensable d'abord de préserver le principe de la liberté de circulation dans l'espace de liberté et de circulation qu'est l'espace Schengen, et d'autre part de veiller à ce que, en particulier lorsqu'on dit menace pour les relations internationales de la France, que ça ne porte en aucun cas atteinte à la possibilité pour la France de respecter la Convention de Genève relative à la mise en œuvre du droit d'asile. Parce que si, effectivement, dans la loi, il y a une disposition qui permet de remettre en cause la présence sur le territoire d'une personne pour raison de relations internationales, alors un État étranger serait tout à fait légitimement en position de demander à ce que le gouvernement français, pour préserver ses bonnes relations avec son pays, ne reçoive pas telle ou telle personne. Et donc là, moi, je m'insurge, et plutôt je m'inquiète sur la conjugaison de cet article 1 bis avec le rôle que nous devons avoir en termes de préservation du droit d'asile. Une fois que j'ai indiqué cela, je voulais aussi dire que j'ai été choqué lors du débat sur un certain nombre de prises de position, plutôt de nos collègues à l'Assemblée nationale, Philippe Goujon, M. Meyer Habib, M. Claude Coasguen, Mme Marion Maréchal Le Pen, qui proposaient, pour les personnes qui seraient susceptibles d'interdiction de sortie du territoire, mesure administrative, une déchéance de nationalité. Ce qui me semble que c'est, j'allais dire, une double erreur. D'abord, une erreur sur le sens même de cette mesure, qui est une interdiction administrative préventive. Ce n'est en aucun cas une peine ou les conséquences d'une instruction et d'une décision judiciaire. Pour ça, il y a l'article 5. Et donc, il n'y a pas de raison de considérer que parce que de manière préventive, quelqu'un serait interdit de sortie du territoire, il devrait être déchu de la nationalité française. Il y a une vraie confusion sur le sens de l'article 1, qui est préventif, et de l'article 5, qui est punitif dans cette loi. Si on ne comprend pas ça, c'est dommage. On introduit. C'est ainsi qu'on fait croire que cette loi est attentoire aux libertés, en particulier en ce qui concerne l'article 1. Deuxièmement, sur le sens même de la déchéance de nationalité. La nationalité, c'est binaire. On l'a ou on ne l'a pas. On ne peut pas inventer des demi-nationalités qu'on aurait puis qu'on serait susceptible de perdre. Parce qu'à ce moment-là, quel est le sens de l'intégration s'il y a des Français puis il y a des demi-Français? Une fois qu'on est Français, quand on est Français, on est Français, on n'a aucune susceptibilité, on ne peut pas être traité différemment dans la loi que les autres. Sinon, comment peut-on parler d'intégration? Et de ce point de vue, quand même, il y a des dispositions déjà dans la loi. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une confusion entre l'article 1 et l'article 5. Parce qu'il y a quand même dans le Code de la nationalité aujourd'hui, au cas où une personne aurait acquis la nationalité, puis on se percevrait que finalement c'était une erreur, il y a déjà des dispositions pour la déchéance. Si la personne est condamnée, en particulier, pour
acte terroriste. C'est dans la loi déjà. Et c'est pour ça que je dis que ceux qui regrettaient que ça ne le soit pas, c'est parce qu'ils le regrettaient pour l'article 1. Et donc, il y avait confusion. Parce que si on s'est trompé et qu'on a donné aujourd'hui la nationalité à quelqu'un qui, effectivement, a conduit un acte de terrorisme alors qu'il a acquis la nationalité française, la loi prévoit déjà la déchéance. Enfin, en conclusion, je dirais que c'est un texte d'équilibre qui répond aux exigences et aux défis du moment. On aurait peut-être voulu qu'il soit un peu différent sur certains points, mais il était dans tous les cas indispensable. Maintenant, il y a des pistes qui ont été tracées, en particulier la piste de la coopération européenne qui est indispensable, la coopération internationale, car ne croyons pas que c'est un problème franco-français, c'est un problème même pas européen, mais le Maroc ou l'Égypte ont aussi ces difficultés. C'est un problème que énormément de pays ont et on ne peut l'aborder de cette manière-là. Alors voilà, à la fin de cette discussion, j'émettrai un vote positif avec quelques bémols, mais tout en ayant bien conscience que c'est une démarche d'équilibre et la conclusion de cette démarche-là. Voilà, je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Je rappelle qu'en application de l'article 42 alinéa 12 du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le gouvernement. Nous passons donc à la présentation de l'amendement du gouvernement. Vous avez la parole, Madame la ministre. La présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, le gouvernement vous propose un amendement de coordination dont vous avez fait état, messieurs les rapporteurs, tout à l'heure. Je vous laisse en prendre connaissance. Il s'agit juste de remplacer à l'article 9 au deuxième alinéa, après le mot apologie, d'insérer les mots 8e et 9e qui sont remplacés par les mots 7e et 8e. Avis de la commission ? Alors, conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du gouvernement. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Ravier. Et Madame Goulet. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, s'il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est jamais trop tôt non plus, qui plus est lorsqu'il s'agit de la sécurité de nos compatriotes et voire même de la sécurité nationale. Cependant, les mesures ici proposées sont non seulement bien tardives, mais surtout, et hélas, bien en deçà des dangers réels et terriblement actuels auxquels notre pays est confronté. Vous traitez le sujet à minima sans jamais vous attaquer aux causes réelles et profondes du phénomène. La perte de contrôle sur la nationalité française d'une part et sur nos frontières d'autre part avec l'anarchie migratoire découlant d'un regroupement familial permanent et du sans-frontiérisme de l'Union européenne incarné par l'espace Schengen. Tout d'abord, vous instaurez une interdiction administrative de sortie du territoire national. En somme, vous voulez empêcher les apprentis terroristes, les apprentis djihadistes de partir. Mais c'est plutôt de revenir qu'il faudrait les empêcher. C'est même agir en pompier pyromane que de vouloir les maintenir de force en France pour qu'ils y diffusent leurs messages et leurs actions de haine. Voulez-vous donc qu'ils multiplient les adeptes ici même, comme c'est déjà le cas dans nos prisons? Vous me direz alors que l'on ne peut empêcher nos concitoyens devenus terroristes de revenir en France puisque c'est leur pays. Mais c'est là une des clés du problème que vous vous refusez d'aborder. Peut-on encore parler, comme vous le faites, de compatriotes à propos de djihadistes et de terroristes qui combattent aujourd'hui pour le seul État qu'ils considèrent comme légitime au monde, l'État dit islamique, et qui exclut toute appartenance nationale et a fortiori hostile à la France? Notre Code civil, en son article 25, prévoit déjà qu'un individu puisse être déchu de la nationalité française, notamment s'il est condamné par un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ou bien s'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Seulement, ces dispositions sont réservées aux personnes naturalisées depuis moins de 10 ans. Elles sont donc parfaitement obsolètes. Car nous le savons bien, et cela a été répété ici, ce ne sont pas spécifiquement des naturalisés de fraîche date qui rejettent nos valeurs pour devenir des terroristes, mais des personnes françaises depuis parfois plusieurs générations. Pour le coup, il y a une discrimination entre les naturalisés et les non-naturalisés, et vous manquez l'occasion d'y mettre fin. Au reste, la forme mouvante de l'État islamique rend même ici obsolète le terme « État étranger » qu'il faudrait remplacer par celui d'intérêt étranger. Pourquoi ne pas étendre le champ du Code civil et retirer leur nationalité française à tous les djihadistes en particulier, ainsi qu'à ceux qui incitent au terrorisme ou en font l'apologie en général? Voilà qui protégerait vraiment nos compatriotes et les étrangers qui veulent vivre sur notre sol en toute sécurité et en toute liberté. Ici encore, vous tremblez à l'idée de créer des apatrides. Mais qui crée des apatrides si ce n'est ceux qui se professent apatrides, ne se reconnaissant pour pays que cet État dit islamique et qui a vocation à conquérir par la terreur et par les massacres de masse, chère madame. Ce sont eux-mêmes qui ont choisi de devenir des apatrides du djihad et du terrorisme. Au reste, notre devoir nous permet de le faire lorsque la France a ratifié la Convention sur la réduction des cas d'apatrides en 1962. Elle a émis des réserves qui lui permettent de traiter de tels cas. Au lieu de cela, vous faites semblant de traiter le sujet de la nationalité en prévoyant simplement de retirer la pièce d'identité. C'est un trompe-l'œil qui n'empêchera rien, ou si peu, dans un espace Schengen où vous avez choisi d'abolir tout contrôle des frontières. Dernier grand point non traité dans ce texte, et non les moindres, le laxisme migratoire et ses conséquences. Il n'y a pas qu'Internet qui soit vecteur d'endoctrinement. L'islamisme radical a ses relais partout dans notre pays. Dans des centaines de quartiers, pas seulement dans les quartiers nord de Marseille, il y a une pression, un endoctrinement de rue au cœur des cités qui est exercé par des fanatiques et autres imams autoproclamés radicaux. Dans bien des quartiers, les signes extérieurs de l'islamisme radical gagnent du terrain. Les codes vestimentaires des femmes comme celui des hommes l'attestent sans ambiguïté. Alors que la porosité est évidente entre les migrations incontrôlées et ces sphères de radicalité, vous continuez de laisser circuler des éléments extrémistes dans nos quartiers, qui plus est en provenance de pays où il n'y a pas de liberté religieuse. Dans ce contexte, votre loi souligne surtout votre impuissance, née de votre attachement inconditionnel aux règles internationales les plus néfastes. Nous devons lutter contre les dogmes fanatiques, mais ne soyons plus les fanatiques d'autres dogmes qui empêchent de protéger vraiment, totalement nos compatriotes. C'est pourquoi je m'abstiendrai avec mon collègue M. Rachline sur ce texte. Je vous remercie. Autre explication de vote, Madame Goulet, vous avez la parole. Voilà. C'est bon. Madame le Président. À la parole. Madame le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, oui, juste quelques mots sur ce texte. Si ce pays et si ce Parlement est devenu liberticide et autoritaire, je pense qu'il y a une grande épidémie d'autoritarisme en Europe et dans le monde, parce que même les Anglais, champions de l'habeas corpus, prennent aussi ce type de mesures qui sont prises dans toute l'Europe, dans la mesure où elles répondent à un vrai besoin. Tout le monde l'a dit, ce texte est un texte qui a trouvé un équilibre, certes dans l'urgence, et certes avec des imperfections. Je demeure absolument persuadée que l'article 9, bien qu'il soit nécessaire de supprimer des contenus, parce qu'il y a des contenus qui sont absolument insupportables et dont on comprend bien qu'Internet est le vecteur de conversion, le vecteur de promotion et aussi le vecteur agence de tourisme vers les pays du djihad, je suis absolument convaincue que le blocage tel qu'il est prévu dans le texte ne sera pas efficace et qu'il faudra trouver d'autres moyens. Je continue à penser que la suppression du contenu ne passera pas par le blocage du site.
le texte qu'on a voté, donc que nous apprêtons à voter dans l'urgence, certains l'ont signalé à la tribune, évidemment est elliptique de 2 sujets majeurs, même de 3, la prévention, les circuits financiers et le milieu carcéral. Vous savez que notre Haute Assemblée vient de réunir une commission d'enquête et j'ai beaucoup d'espoir dans cette commission d'enquête et surtout dans l'usage qui est fait de ses conclusions, car le gouvernement a parfaitement pris note du rapport de nos collègues de l'Assemblée nationale, Christophe Cavard et Jean-Jacques Urvoas, pour modifier notamment et réformer les services de sécurité du territoire. J'espère donc que nous pourrons revenir sur ce sujet à la suite des travaux de la commission d'enquête que je préside et dont Jean-Pierre Sueur est le rapporteur, et que nous pourrons discuter de ces conclusions et proposer des dispositions complémentaires qui sont absolument nécessaires, car le tout répressif ne peut pas fonctionner dans cette matière si nous ne l'environnons pas de mesures préventives, si nous ne faisons pas cas des flux financiers et si nous n'essayons pas d'endiguer la radicalisation, non seulement dans certains quartiers, mais aussi dans nos prisons. Je vous remercie. Merci, Madame Goulet. Pas d'autres explications de vote ? Je mets donc aux voix l'ensemble du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Le projet de loi est définitivement adopté. Voilà, vous avez donc pu suivre l'examen du projet de loi de lutte contre le terrorisme. Dans un instant, vous retrouvez Michel Grossior et Perrine Tarnot. Pour preuve par 3, ils reçoivent aujourd'hui le président du Sénat, Gérard Larcher.